Samy Manga, votre tout dernier livre, Chocolaté, paru au printemps aux éditions Éco-Société, est une autofiction qui traite de la culture du cacao au Cameroun dont vous êtes originaire. À la toute fin de l'ouvrage, le narrateur, Abena, évoque la thèse universitaire qu'il soutient le 4 août 2022. Son sujet, le colonialisme vert en Afrique. Il fait un exposé factuel, s'appuyant sur des données chiffrées. Il est très applaudi, et quand le silence revient, il déclame un long poème, une ode à la mémoire de sang. On change alors de genre et de registre, on entre dans ceux de la poésie, et c'est ce passage qui a inspiré du coup ma première question. Quelle place vous lui faites à la poésie dans votre vie et dans la vie en général? Alors, comme j'ai toujours dit, et je le répète toujours, la poésie sauvera le monde. Alors, ça peut paraître un peu vague pour les non-initiés comme ça, mais c'est une réalité fondamentale. La poésie, c'est d'abord la parole. C'est le symbole de la vie, c'est la première graine, le langage, c'est vraiment, je vais dire que l'une des matières premières que l'humanité a reçues pour pouvoir, voilà, s'étendre. Donc, la poésie, pour moi, est tellement importante que même quand je dis que la poésie sauvera le monde, j'ai l'impression que je ne dis pas assez parce que ce n'est que en touchant les gens dans leur âme, dans leur profondeur, avec les mots, avec la parole, qu'on est capable d'opérer des changements. Donc, pour moi, pour évoquer ces sujets, il a été très important de l'aborder de manière poétique parce que j'avais besoin d'ouvrir cette fenêtre pour qu'il y ait un dialogue. C'est pas un propos du tout je veux dire, antagoniste pour créer de l'antagonisme, si je peux dire ça comme ça, mais c'est pour réfléchir ensemble, c'est pour méditer ensemble. Donc la poésie, pour moi, c'est capital parce qu'elle est le départ de la prise de conscience entre deux êtres. La poésie, pour autant, elle traverse pas tous les esprits et elle n'arrive pas, je dirais, à la porte ou au seuil de toutes les maisons. Et comment elle est arrivée chez vous alors? En tout cas, avoir cette place essentielle. Alors, je pense je ne pense pas que la poésie ne traverse pas. Alors, nous sommes tous issus de la matière poétique. C'est juste que On ignore, voilà, on chez ignore. certaines personnes, c'est une part ignorée. C'est un côté que les gens n'explorent pas parce qu'ils sont conditionnés par voilà, le quotidien de la vie, par, on va le dire clairement, par le capitalisme. Comment vivre, comment manger demain, comment se loger. Mais la poésie est vraiment à la base de toutes choses. Nous sommes issus de là. Mais je pense aussi que le rapport à la poésie aussi dépend de l'expérience de tout un chacun. Chacun a un rapport donné avec la vie qui le place à un moment donné dans une situation ou une autre qui peut être voilà, poétique quand vous Mm. avez de la chance. Moi, j'estime que j'en ai eu parce que je suis né dans un village au Cameroun et j'ai passé toute mon enfance vraiment dans un environnement de forêt, de nature, où je voyais beaucoup plus de plantes, d'animaux que des êtres humains. Donc, la poésie, pour moi, a une place centrale parce que c'est à partir de là que j'ai commencé à prendre conscience de la beauté même de la nature, Mm. des éléments, de ce qui m'entourait, de l'air, des espaces, des rivières. Et plus tard, dans mon travail artistique, je ne pouvais pas faire autre chose que de restituer un peu ces sentiments qui, moi, je pense qu'ils sont fondamentaux dans la vie d'un être humain, c'est-à-dire apprécier la vie naturelle telle que la planète nous l'a Mm. offerte. D'ailleurs, dans les formes artistiques dont vous parlez, vous en avez visiblement eu besoin de plusieurs, puisque on vous découvre artiste au sens total du terme. Vous êtes, je pense à la musique en particulier, mais aussi à la sculpture. Vous participez à plusieurs, vous pratiquez plusieurs types d'art finalement. Alors, on me dit toujours ça, on me dit toujours, vous êtes polyvalent et j'ai souvent un peu de mal avec ça. Je ne sais pas si c'est de la polyvalence. Pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que le seul médium que j'utilise, c'est celui
de la réflexion et de la création artistique. Maintenant, comment ça se matérialise? Ça dépend. Des fois, ça peut se matérialiser sous la forme de la poésie, sous la forme d'une sculpture, sous la forme d'une peinture, d'une musique et tout. Ça c'est vraiment l'aboutissement, mais la base, c'est vraiment le fait que euh, vous soyez déjà disposé à créer, à inventer quelque chose à partir de votre expérience, de ce que vous vivez. Donc, moi, je pense que c'est un peu ça. Après, c'est différent. Les gens, ils sont différents, mais pour mon cas, c'est comme ça que ça C'est s'est passé. tout à fait. Et s'agissant de la poésie, Samy Manga, vous avez quand même précisé un peu les choses en vous qualifiant d'éco-poète. Alors, évidemment, on comprend que vous associez la poésie et l'écologie, mais au-delà de ça, qu'est-ce que c'est l'éco-poésie? Alors, je ne sais pas si je veux, je vais le dire simplement, c'est-à-dire associer l'écologie à la poésie. Je dirais que l'écologie, c'est déjà la poésie. C'est la mère de la poésie. Tout vient de l'écologie, en d'autres termes, c'est la biodiversité, hein. Donc, tout vient vraiment de cet élément. C'est de là que naît tout. C'est de là que naît toutes les, je veux dire, les démarches artistiques, les points de vue. Donc, l'écologie, en elle-même, c'est déjà le berceau de la parole, de la réflexion et de la poésie. Alors maintenant, euh, au vu de mon expérience, comme j'ai grandi au village, comme j'ai eu cet apport de la nature, parce que bon, je peux le préciser aussi, moi j'ai été initié Mongo Bibabile, c'est un rituel qui, je veux dire un rituel que un orphelin, un enfant, à chaque fois qu'un enfant a perdu sa mère, nous dans notre tradition chez les peuples bantous, si un enfant a perdu sa mère, à moins de 5 ans, on le fait subir une initiation dans laquelle on lui confie aux arbres Ah oui, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on estime que cet enfant a perdu un lien vital et ce lien ne peut être restauré ou du moins maintenu par la nature. Et donc, on subit une forme d'initiation comme ça avec les plantes, avec... c'est peut-être là aussi l'origine de pas la peut-être. poésie chez vous, c'est-à-dire Ben, peut-être, c'est de là que je suis né poétiquement, parce que je suis un élément qui émane de la composition de tous ces phénomènes naturels. Et c'est comme ça que j'ai entamé mon travail artistique qui ne pouvait qu'aller dans le sens de préserver ce que j'ai reçu, ce que je suis. Donc, à un moment, il a fallu pour moi, je me suis dit qu'il fallait dépasser le cadre personnel quand j'ai découvert aussi tous les problèmes climatiques qu'on a aujourd'hui. Je me suis dit non, l'écologie ou plutôt la conscience de la nature ne peut plus être restreinte au niveau individuel. Il faut qu'un grand nombre prenne conscience de ça pour qu'on puisse voilà, trouver des solutions face au dérèglement climatique, à tout ce qui est un peu désastreux en ce moment. J'ai monté cette idée et j'ai mis en place une association, donc oui, l'association des éco-poètes du du Cameroun. Cameroun, oui. Et en gros, pour moi, l'éco-poésie, c'est simplement la création artistique en faveur de l'écologie et de la biodiversité. Ça veut dire que tout le monde, à la base, nous sommes tous des éco-poètes puisque nous sommes des enfants issus de la biodiversité. Mais on a des niveaux de conscience clairement différents, mais c'est ça, quoi. Chacun peut à sa manière exprimer sa relation à la nature, célébrer sa beauté, la glorifier, la promouvoir à partir d'un talent particulier. Ça peut être l'écriture, ça peut être la sculpture, ça peut être la peinture, ça peut être la musique. Vous pouvez être un éco-poète dans tous ces domaines du moment où vous avez la conscience que la nature est un bien capital qu'il faut préserver. Mhm. Et dans le recueil que vous avez coécrit avec la poétesse Caroline Despons, Opinion poétique, paru chez l'Harmattan en 2020, on découvre Le poète écorce, un texte écrit par Caroline Despons justement, et on lit ceci. Le poète chemina vers son humilité, libre, artiste de l'âme des arbres, il sculpta les rituels de ses ancêtres, fit vibrer les peaux des tambours et se mit en marche. Il marcha, 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 jusqu'à ce que chacun de ses pas s'ancre dans le sang de la terre.
Est-ce que ça pourrait être là une manière aussi de définir l'éco-poète? Mais tout à fait. Bon, alors, Caroline, c'est aussi une enfant du village. Elle est suisse. Elle a aussi cette identité naturelle. Elle a grandi aussi auprès de la nature. Et je pense que quand on a commencé ce dialogue pour écrire ce livre, moi, j'étais encore au Cameroun. c'est, c'est- on s'est vite compris sur cette base-là, c'est-à-dire qu'on vient tous finalement de la terre, finalement, Mm. de l'élément naturel, et voilà, elle a pu interpréter aussi ses sentiments à sa manière en écrivant ce magnifique texte, quoi. Auquel vous adhérez pleinement, puisque vous êtes Voilà. dans un plein échange dans ce livre Voilà, ensemble. voilà, pleinement. Donc, oui, c'est pour ça que je dis que l'éco-poésie, c'est vraiment quelque chose de généralisé. Nous le sommes tous à partir du moment où nous avons une conscience de la nature. Mm. Mm. Néanmoins, le texte se poursuit et le poète écorce parle en ce sens de l'écriture, puis il écrivit, tout en foulant la brousse éclatante, il écrivit la tristesse de la création, il écrivit les blessures fardées sur les visages du monde, il écrivit sa foi sur tous les murs, afficha la gloire de la terre-mère sur tous les fronts de son combat, il brandit la torche d'une humanité en renaissance vers une plus récence consciente. Il y a un petit 2 qui suit, un grand 2 qui suit, une deuxième partie, dédie son privilège de vie à la planète bleue. Sa quête ne s'arrêtera qu'au dernier jour de son souffle. Il ajoute, la poétesse plutôt, elle ajoute là une autre dimension, l'éco-poète, qui est, semble-t-il, celui de l'engagement. Oui, oui, alors oui, ce texte est un peu multidimensionnel, mais comme je disais, il s'inspire, il s'ancre pleinement dans ce que je pourrais appeler la quintessence de la nature, finalement, Mm. vue par Caroline avec son expérience et son enfance. Mais c'est aussi, en quelque sorte, un hommage aussi au militantisme, à l'engagement en faveur de ce qui nous est vital. Là, je me reconnais aussi dans ces mots parce que voilà, c'est finalement ce que nous sommes. Nous sommes des gens qui ont décidé de s'engager pour préserver notre maison. Donc, Mm. oui, On retrouve une dimension qui est tout de même assez présente aujourd'hui. C'est une forme d'activisme, il ouais, faut le dire. C'est plus tellement séparable finalement de l'éco-poésie. L'éco-poète il devient un activiste peut-être parce il est grand temps qu'il le soit face au oui, dérèglement qu'on... ce qui est d'ailleurs malheureux, parce que je pense que pour des questions aussi essentielles que la préservation de la planète, on ne devrait même pas arriver à en être des activistes. Ça devrait être quelque chose de complètement naturel pour tout le monde. Ça On veut dire, devrait célébrer la nature voilà, sans engagement en c'est tout, il particulier, n'y a pas, sans lutte presque. il y a pas de lutte. Le fait même que souvent on nous qualifie d'activistes, moi je suis un peu gêné parce que j'ai l'impression que ça crée deux camps. À côté il y a des gens conscients et de l'autre côté il y a des gens inconscients. Et comme j'ai pas envie de penser que tout le monde est inconscient, je me dis qu'on n'a pas juste compris qu'on est tous à la base. Vraiment, on doit, ça devrait être la religion première, celle de la préservation de notre maison, de la nature. Vous savez aussi que ça renvoie à un vieux, très ancien débat sur l'engagement de l'artiste. Et on sait qu'une partie des artistes, des poètes, par exemple, qui sont pourtant très sensibles à la nature, aux environnements, aux paysages, préféreraient ne pas s'engager parce qu'ils pensent que c'est une... Malheureusement, ça appauvrit leur art, ou la poésie. Ouais. Et c'est vrai que certains artistes préféreraient ne pas avoir à s'engager. Ben oui, c'est pour ça que je disais que en même temps, c'est malheureux qu'on Oui. soit obligé d'être des activistes pour une cause qui devrait apparaître comme étant normale pour le commun des mortels. Mais en même temps, c'est aussi essentiel aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a constaté que ça ne se passe pas comme ça devrait se passer, la seule chose qui nous reste, c'est de s'engager pour éveiller les autres, pour sensibiliser et passer le message. C'est dans ce sens que pour moi, l'art engagé est plus utile que simplement l'art du divertissement. Parce que ça permet réellement de changer la vie des gens une fois que les gens ont compris un mécanisme. C'est pour ça que être un artiste engagé,
c'est pas simplement être un artiste, c'est encore un cran au-dessus. Je suis désolé, mais c'est que vous allez porter des causes qui sont d'une noblesse implacable. Et tous les artistes, comme vous avez dit, ben, n'ont pas envie de le faire, n'ont pas le temps de le faire parce que ça nécessite aussi beaucoup de sacrifices. Mais, euh, mais c'est dommage parce qu'on devrait tous, au-delà des choix artistiques qu'on a, on devrait tous avoir le même choix de base en tant qu'être humain, c'est lui de préserver la planète. Et cet esprit qu'on devine chez vous de la poésie dans la nature et de l'engagement mêlé, vous faites aucune concession. Pour vous, ce combat, il doit être total. On le retrouve, tout cela, dans votre livre Chocolaté. On y vient, hein, ce dernier livre qui est publié qui a été publié au printemps et qui révèle le côté amer, entre guillemets, dites-vous, et c'est un euphémisme, de la culture du cacao au Cameroun, où les planteurs locaux, dont votre grand-père, on y reviendra, sont servis dans les échanges commerciaux qui les lient aux acheteurs blancs venus des pays riches. Alors en vous lisant, j'ai été séduit par votre capacité à passer d'un registre à l'autre, la confession, l'aude, là on est dans la poésie, le manifeste, là on est dans l'engagement, l'essai. Vous aviez besoin finalement de toute cette diversité de formes pour traiter ce sujet qui tient à cœur là. Hein. Oui, je pense que finalement, ça a été, je me suis résolu à ça parce que au départ, quand j'ai voulu raconter cette histoire du cacao et du chocolat, je l'ai écrit sous forme d'un poème. J'ai écrit en poésie. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour informer les gens de cette situation et étant éco-poète à la base, la première forme qui m'est venue à l'esprit, c'était d'écrire un poème que j'ai écrit d'ailleurs. C'est lui qui finit le livre, finalement, Ode à la mémoire. Mais oui, on va y revenir. Voilà. Donc, je l'ai écrit. Mais peu de temps après, j'ai réalisé aussi que je ne pouvais pas, le poème n'était pas suffisant finalement, parce qu'il pouvait en même temps aussi, même s'il est intéressant, mais il pouvait aussi comporter en lui une forme d'hermétisme comme ça, comme toujours la poésie de manière générale. On sait très bien que la poésie est toujours subie aussi, cette dictature est un peu marginale. Et donc, je me suis dit, le sujet pour moi était tellement populaire, tellement important, qu'il fallait raconter une histoire. Et en racontant cette histoire, ben, je ne me suis pas enfermé, j'ai pas voulu m'enfermer dans un canon pour ne pas aborder d'autres sujets. J'ai ouvert, je suis passé par la poésie, par l'essai, par l'analyse, par la romance, le récit, par bien le sûr. récit. Voilà. Mais encore une fois, simplement pour faire un compte rendu du travail voilà, de la culture du cacao dans les plantations en Afrique. Et c'est un livre courageux parce que certaines critiques, c'est le cas de le dire, mal avisées, seraient tentées de vous disqualifier en vous réduisant à un moraliste, à un bien-pensant. Or, lorsqu'Abéda, c'est le narrateur, confie, dès le début du livre, depuis mon plus jeune âge, mes oncles, mes frères aînés, grands-pères et moi avions défriché des hectares de forêt, brûlé des hectares d'herbe. Il continue cette énumération, elle se poursuit, je l'arrête là. Le lecteur comprend immédiatement que vous ne vous placez pas du tout à la hauteur d'un juge, mais au cœur même des dérives que vous observez et auxquelles vous participez enfant avec votre grand-père. Vous êtes vraiment dans le cœur de cette histoire terrible. Mais tout à fait, ce qui est malheureux souvent avec notre société, c'est que la plupart des gens aimeraient qu'on se taise, que finalement on s'accommode avec les situations voilà, telles qu'elles sont, à la limite qu'on se lamente un peu et tout. Mais une fois que vous décidez de prendre la parole pour dire les choses vraies, ce qui est bizarre, vous aurez toujours en face de vous des gens qui vont essayer de discréditer votre message alors que le propos ici, ce n'est pas moi, c'est pas moi, je rends compte d'une situation quand même qui concerne plus de 3 millions de cultivateurs. Oui, on parle
victimise. Souvent, on lit Voilà, quelqu'un qui se victimise, voilà, quelqu'un ils qui... sont encore en train de pleurer et tout. Mais nous, on a très bien compris qu'on ne peut plus s'arrêter à ça. Aujourd'hui, on doit prendre la parole. Et quand on prend la parole, moi, je n'ai pas écrit là sur la neige. Si j'avais écrit un livre sur la neige, ce serait bien qu'on me dise que mais écoutez, vous n'êtes pas né dans la neige quand même. Hein. Mais j'ai écrit quelque chose que je connais, quelque chose que j'ai vécu. J'ai travaillé dans les plantations durant 14 années. Je connais la culture du cacao. J'ai vu ses dégâts. J'ai vu toute je vais dire que son aliénation. Et donc, pour moi, aujourd'hui, il fallait le raconter. Et il ne faut pas s'arrêter sur les gens qui vont essayer de discréditer ces messages parce que la réalité, elle est là. Même si moi, je ne le dis pas, si vous allez en Afrique, vous allez dans les villages en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Cameroun, Centrafrique, Gabon, vous verrez de vous-même de quoi je parle. Vous verrez que c'est très déséquilibré le business du cacao, que les gens sont sous-payés, qui sont maintenus finalement en esclavage et que la rentabilité du cacao et du chocolat, elle est dans le Nord. C'est pas, je ne l'invente pas, je vous dis parce que c'est une réalité. Alors, il faut le dire pour les personnes qui écouteront cet entretien qu'on le fait dans des conditions qui sont les conditions de notre vie réelle. Hein, on n'est pas en studio, on est dans un bistrot. Dans une rue à Paris. Voilà. Paris qui est toujours très bruyant même au mois d'août. Et des rues qui sont nettoyées régulièrement au moment où notre enregistrement a démarré. Merci, là, la rue, elle n'était pas très sale, mais bon. Non, en effet. Mais on en prend soin. Alors, c'est donc un entretien avec des échanges spontanés qu'on essaye de faire. Et vous disiez en effet, vous avez travaillé longtemps dans ces plantations. D'ailleurs, Abeda, qui est ce personnage, qui est votre double, hein, votre alter ego, il dit appartenir un peu plus loin, hein, parce qu'il se confie quand même sur sa espèce de complicité, sa responsabilité, peut-être même un peu sa culpabilité quand il est enfant. Il dit « J'appartenais à une armée de combattants ligués contre les forêts vierges ». Hein, et donc, il est lucide sur sa participation à cette entreprise de destruction. Mais oui, c'est quelque chose qui est inévitable. C'est-à-dire que quand vous travaillez avec vos parents dans les plantations, vous ne pouvez pas vous opposer directement à ce qui doit être fait. Vous n'avez aucun moyen, aucun pouvoir. Donc, vous participez d'une certaine manière involontairement. Mais vous participez. Moi, j'ai participé aussi à défricher des forêts, à arroser les sols de pesticides, mais parce que c'est une obligation familiale. Et les familles qui elles-mêmes sont conditionnées par la culture du cacao, parce qu'en échange, il y a une petite manne économique. Donc, on est tous, d'une certaine manière, englués pour la production de la fève, qu'on le veuille ou non. Et d'ailleurs, ça se poursuit dans le reste du récit, dans la première partie du récit, où on voit que Abeda est abattu, il est en colère parce qu'il observe progressivement la compromission d'une partie du village. Hein, l'honorable chef qui reste silencieux face à l'assujettissement des planteurs. On désigne aussi, alors ça c'est un passage troublant et vraiment terrible, où on désigne dans le village des boucs émissaires, des personnes qui vont être mises à mort presque par rapport à ces maladies qui se développent dans le village, des maladies inconnues, on ne sait pas d'où elles sortent, mais qui semblent être liées au traitement que l'on déverse dans les champs. Bon, bref, il est perdu au milieu de toute cette compromission. Pour l'instant, il n'est pas question des Blancs. Hein. C'est vraiment qu'au sein de cette communauté, de ce village, que le malheur est né, quoi. Mais oui, alors ça fait partie de ces tristes fléaux qu'entraîne cette culture de cacao, parce que finalement, il y a quand même un pouvoir économique qui gère tout ça et qui favorise aussi pas mal de corruption, que ce soit au niveau local, gouvernemental, au niveau des villages et tout. Ça veut dire qu'il y a
des rapports qui sont établis avec certaines autorités des villages, entre les acheteurs de cacao, pour que tout se passe bien. Parce qu'il faut aussi le dire, tout ça ne se passe pas, les gens, ils n'arrivent pas directement d'ailleurs et ils font tout ça de manière comme ça délibérée. C'est qu'ils sont aussi, ils sont appuyés, ils ont l'autorisation de certaines personnes, des élites, et dans les villages, c'est souvent le cas. Les gens, ils vont essayer d'avoir le chef de leur côté en lui donnant des privilèges comme ça, et donc il va fermer les yeux sur un certain nombre voilà, de réalités. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas que je raconte dans le livre. Parce que, voilà, finalement, même quand les pesticides vont devenir un problème pour les sols, pour l'empoisonnement des aliments, on va refuser d'évoquer ce problème parce que ce serait aussi mettre en difficulté toute la chaîne économique qu'il y a entre les gens qui amènent les produits, qui viennent les vendre, et puis le chef et tout qui permet que tout ça circule. Ben, on va accuser les gens comme ça juste pour étouffer le réel problème. Et ça, c'est aussi toute je vais dire, la cohorte d'insanité finalement que le capitalisme du cacao emmène. Parce que pour qu'il s'étende autant, il faut bien assujettir des gens. Et les gens qu'il faut assujettir, ben, ce sont souvent des personnes clés. Alors, dans l'esprit du jeune Abéda, de l'enfant Abéda, le blanc est Abéna, pardon, oui, le blanc est une entité diabolique au contour un peu flou. C'est un élément de l'imaginaire, en fait, tout simplement. C'est l'étranger venu des contrées lointaines, inconnues. En revanche, dans la dernière partie du livre, qui relève plutôt de l'essai, le narrateur, qui se confond d'ailleurs de plus en plus avec l'auteur, identifie parfaitement, rigoureusement les responsables venus des pays riches. Son regard évolue comme ça sur ces gens venus de l'étranger. Mais oui, son regard évolue parce que non seulement c'est des gens qui ne vivent pas avec lui au village, donc il ne les voit pas souvent. C'est des gens qu'il ne rencontre pas dans les forêts quand il va travailler. C'est des gens qu'il ne rencontre pas dans la vie quotidienne et les difficultés du village. Par contre, c'est des gens qu'il rencontre on va dire 2 fois par an à des moments précis. Et ces moments-là correspondent à la vente des fèves de cacao ou bien quand ils viennent faire la vente des produits chimiques. Et donc, son regard, il commence à se dire finalement, ces gens-là, ils viennent uniquement pour prendre quelque chose parce que, voilà, ils ne voient pas très bien l'utilité de la présence de ces gens, sinon que de venir chercher le dur labeur, le produit final du dur labeur qu'il fait avec son grand-père durant des années. Et là, il commence à développer aussi une sorte de colère, quoi, parce que il se dit bien, mais comment ça se fait que nous, on fait tout ce travail, et puis un matin, ça se passe comme ça. Et puis même, une fois que les fèves ont été vendues, l'économie, la somme qu'ils reçoivent ne suffit pas toujours, qu'ils recevaient avec son grand-père, ne suffisait pas toujours pour garantir une meilleure vie tout au long de l'année. Donc, le cycle se répète et il comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il va chercher, en effet, une explication quand même progressivement à toutes ces dérives, à ces dérèglements. C'est auprès d'un personnage qui est bien sûr au-dessus de tous les autres, qui est émouvant, c'est le grand-père, le personnage du grand-père, qui est aussi sans doute la figure de votre propre grand-père, Samy. Et il a un dialogue très émouvant avec lui. Le grand-père est plutôt d'ailleurs un personnage d'une autre génération, est résigné un peu à ce qui lui arrive, il voit pas bien comment faire autrement. Et son fiston, c'est comme ça qu'il l'appelle, il lui dit: nous ne sommes pas des esclaves. C'est une phrase forte, ça, dans le texte. Mais oui, alors lui, il le comprend déjà comme ça, parce que comme je viens de vous dire, il voit bien que ce sont eux qui font la plus grosse partie du travail et qu'ils ne sont pas toujours rémunérés comme il faut. Et donc, il commence à se poser cette question. Et la personne la plus proche de lui, c'est le grand-père. Et il va voir le grand-père pour essayer d'avoir une conversation avec lui. Et effectivement, le grand-père, c'est une autre génération résignée. C'est-à-dire que
Finalement, ils se sont retrouvés embrigadés dans un système de production agricole Mm. dont ils ne savent plus vraiment comment s'échapper parce qu'ils conditionnent désormais la vie de tous les villageois. Les villageois ont même abandonné la culture de d'autres légumes, de d'autres céréales, pour se concentrer à la production de la fève, avoir un peu d'argent et essayer de vivre. Et lui, il est dedans, mais en même temps, il a aussi une forme de colère. Et sa manière de résister, c'est pour ça qu'il refuse que son Abena reste au village. Parce Mm. qu'il s'est dit, il ne faut pas que tu subisses ce que moi, je subis et que j'ai subi toute ma vie, à savoir cultiver du cacao Mm. pour les blancs. Il faut que tu ailles en ville, Mm. que tu aies un grand travail, que tu deviennes quelqu'un de... Voilà, pour nous sortir de là. Et C'est aussi pour ça que c'est une figure attachante, parce que paradoxalement, il lui révèle quand même un certain nombre de choses qui vont éveiller chez ce petit garçon un sentiment de lutte, de révolte. Il dit d'ailleurs dans le dialogue auquel je faisais allusion, l'ennemi, le problème, c'est l'argent. Et donc, il est lucide quand même, ce grand-père. Et à la fois, il veut protéger son petit, et à la fois, il est lucide et il lui transmet peut-être involontairement un, ce qui deviendra ce sentiment de révolte qui ne le quittera jamais. Et surtout, il ne l'enferme pas dans le village, comme vous le disiez, il lui impose, impose parce que le ben oui, personnage en souffre, bien il sûr. lui impose Tu d'aller vas aller suivre en des ville. études. Voilà. Même si Abena, lui, il ne le veut pas. Abena, lui, dans son esprit, il pense que la meilleure façon pour lui de résister face à cette culture à outrance du cacao, c'est de rester au village, mais de Mm. faire autre chose. Et oui. Ce n'est pas de rester et de perpétuer cette culture. Il s'est dit, comme la situation est comme ça, ben, moi j'ai envie d'être guérisseur, j'ai envie de m'occuper un peu de ces gens finalement qui ne savent plus comment s'en sortir. Et le grand-père n'est pas d'accord. Il s'est dit non, on a tellement souffert de cette culture que je ne veux pas que tu subisses la même chose. Il faut que tu partes du village, il faut que tu ailles chercher ta vie ailleurs, que tu ailles trouver d'autres choses. Et ça, alors, il le dit, le grand-père, il est aussi révolté, il est engagé, hein, si vous écoutez bien, il est résilié parce qu'il a l'âge aussi, il sait qu'il ne peut plus, il n'a plus forcément beaucoup de jours devant lui, mais il prend soin de transmettre aussi quelque chose d'important à Abena en lui disant des vérités qu'il lui dit, comme sur le sujet de l'argent, sur le fait que l'argent est un monstre qui soumet les gens, sur le fait qu'il ne faut pas qu'il reste au village, qu'il faut qu'il aille en ville, qu'il trouve un boulot dans l'administration. Donc, il lui passe d'une certaine manière la flamme pour résister et ne plus obéir à cette dictature Mm. finalement. Ne plus être assujetti, Voilà. que lui soit le dernier à l'être, hein. Voilà. Et alors, venons-en à la nature qui occupe, c'est une banalité de le dire, hein, une place importante dans vos ouvrages. Les arbres, d'ailleurs en particulier, vous en avez déjà parlé, parce que pour faire ces plantations, il a fallu défricher, les détruire, et c'est pas n'importe quels arbres, ce sont des arbres qui sont de véritables divinités, Ben enfin, qui oui, sont... des symboles dans le village sur plusieurs dimensions, que ce soit pour la dimension médicinale, mystique ou même communautaire ou simplement alimentaire. Le fait, tout le monde le sait, le fait de la production de cacao qu'on a en Afrique, elle est de 4 millions de tonnes, quelque chose comme ça, mais elle dépend aussi de la destruction de la nature, parce que pour avoir plus de fèves, évidemment, il faut faire agrandir les plantations, donc il faut détruire encore plus la nature pour imposer la monoculture du cacao. Et ça a causé beaucoup de dégâts parce qu'il y a les arbres, il y a les animaux, il y a l'habitat naturel, il y a le sol, il y a l'eau. Donc tout ça, c'est vraiment un ensemble de fléaux comme ça que la culture à outrance de cacao Mm. entraîne. Donc, finalement, c'est, c'est, on ne peut pas faire autrement quand on est né au village. Bon, on peut faire autrement. Voilà, ça dépend toujours de chacun. Mais moi, je ne pouvais pas faire autrement que de porter ce sujet à cœur parce qu'il est important. Mm. La nature, vous l'évoquez même métaphoriquement dans le premier court texte du livre.
Et je voudrais, s'il y a bien un texte que j'aimerais que vous lisiez, c'est celui-ci. Il est très court, hein, il est très court, mais il est incroyablement touchant. Vous voulez le lire? C'est le vôtre. Nos des Afriques et mangroves. Nos, je reprends. J'étais pas prêt, il m'a surpris, le Ah, David. bah oui, ah oui, c'était une petite surprise. Donc, nos des Afriques et mangroves dénudées, eaux fauves venimeuses et claquements d'ossements, solennelle verticalité crépue, soleil noir 13 fois amputé, épitaphe de sang travesti, litanie des saintes rivières en fleuve brûlé, octogone des forêts où sans racines égorgées. Oui, c'est la description de l'horreur, hein, et disons le mot d'une vraie souffrance, en fait, que le lecteur découvre au tout début du livre. On sent une souffrance qui est sans doute à l'origine de votre lutte et de vos engagements, mais qui reste très ancrée en vous. Oui, ouais, j'ai tenu à ce que ce livre commence. Je voulais ouvrir la porte par là parce que pour moi, la motivation première de ces livres, le sentiment qui a fait naître ces livres, c'est vraiment d'abord un sentiment de colère, un constat. Et après tout que j'ai vécu au fil de mon enfance, quand j'ai réalisé, analysé, faire des recherches, vraiment, ça m'a plongé dans un état de colère, mais qui nécessitait d'être, j'ai envie de dire, je ne sais pas comment, ça de faire une thérapie quand même. C'était pas, Mm, je voulais pas non plus me suicider de mm, colère, mm. mais il fallait que j'arrive à comprendre comment essayer de ressusciter et comment Et qu'elle trouver se traduise par quelque voilà, chose de positif, de finalement. quelque chose. Il y a de la résilience un peu derrière tout ça, comme on Oui, dit. oui, oui, mais surtout aussi une envie de changer les choses, une envie de sensibiliser. Pour moi, c'était important, ça met le décor, mais après, vous constatez dans le livre aussi qu'il y a beaucoup d'ouverture parce que j'ai pas voulu m'enfermer, parce que l'enfermement, c'est souvent contre-productif et tout. Il faut ouvrir pour que les gens par eux-mêmes réalisent. Il faut lutter alors, Samy. Alors, la lutte s'impose à nous, hein. No fianga, comme on dit. Nos fiangas, voilà, force et courage vers les chemins de la liberté. Merci beaucoup, Samy Manga. C'est moi qui vous remercie.